Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. On le rappelle, vous êtes directeur fondateur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et notamment aussi co-auteur de La géopolitique, tout simplement, publié aux éditions Erol. Merci beaucoup d'être avec nous sur LCI ce matin. La guerre en Ukraine est entrée dans son 4e mois, une guerre dont personne ne connaît le terme, on en reparlera ensemble. Et hier, à Kharkiv, 2e ville du pays, elle a été bombardée, elle qui avait pourtant entamait un retour à la vie normale quand les soldats de Moscou avaient cessé leur offensive pour se concentrer dans le Donbass. 9 personnes sont décédées. Comment comprendre le retour des bombardements dans cette ville et dans cette zone précisément des Russes? Parce que les Russes veulent que les Ukrainiens ne se sentent pas tranquilles. Ils veulent que les Ukrainiens comprennent qu'ils sont sous la menace, que le rapport de force est en la faveur de la Russie et non pas de l'Ukraine, puisque l'armée russe a quand même subi quelques déboires, notamment le mois dernier. Et donc c'est une sorte de message assez sanglant qui est envoyé en disant que la Russie n'est pas prête de céder et qu'elle a toujours des moyens de frapper et de frapper fort l'Ukraine et pas seulement dans le Donbass. C'est une stratégie donc des Russes aujourd'hui, finalement de laisser un peu ce temps de latence, quelques semaines, et puis revenir en force avec ces bombardements, faisant, on le rappelle, plusieurs dizaines de blessés et 9 victimes. Oui, effectivement, pour montrer que rien ne sera acquis et que Moscou n'est pas en position de faiblesse et que c'est toujours eux qui déterminent l'agenda. Zelensky, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, s'est exprimé dans la nuit avec une nouvelle fois des mots très forts qui marquent les esprits, accusant une nouvelle fois la Russie de génocide. Les forces russes pratiquent la déportation et les tuerie de masse. C'est un mot que le président ukrainien avait déjà employé, notamment à la mi-avril. Vous comprenez son positionnement et sa stratégie de communication aussi? Oui, son positionnement, c'est d'attirer le plus de sympathie, de soutien du monde occidental. Et donc, lorsqu'on emploie le terme de génocide, effectivement, on suscite une solidarité. Le problème, c'est que juridiquement, le génocide n'est pas documenté, n'est pas prouvé. Joe Biden ça a été la position d'ailleurs du président français Emmanuel Macron. Qui est de dire que pour l'instant, ce n'est pas certifié. Ce qui est certain et documenté, c'est qu'il y a des crimes de guerre, ce qui est quand même largement suffisant pour condamner la Russie. Et donc, il y a peut-être un risque d'utiliser des termes un peu à tout venant comme ça. Le génocide, ce n'est pas rien. Et donc, et d'ailleurs, Poutine a aussi utilisé ce terme de génocide. Donc, on voit ce terme qui est quand même réservé à des définitions très, très précises et utilisé par les deux camps. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais en tout cas, Biden a suivi Zelensky dans cette affaire, puisque lui-même, il a repris une fois ce terme de génocide. Génocide et accusant également Vladimir Poutine d'être un boucher, oui. Une rhétorique, une sémantique que n'utilisent pas certains Européens, au premier rang desquels Emmanuel Macron. Ce mot de génocide, vous en parliez, pour le président français, ce doit être qualifié par des juristes et non pas par des politiques. Effectivement, il y a des critères très précis. La Cour pénale internationale va faire une enquête, on le dira, mais génocide, c'est vouloir exterminer tout un peuple. Le crime de guerre, c'est commettre des crimes pendant la guerre, de ne pas respecter la vie des civils. Les crimes de guerre, on en a vu beaucoup, ils sont documentés. Le génocide, on ne peut pas dire à ce stade que Poutine veut tuer tous les Ukrainiens. Donc c'est quelque chose de très différent. Et donc là, on est effectivement dans la communication, dans l'émotion, dans la nécessité de mobiliser un camp pour lutter contre l'agresseur russe, mais il n'est pas sûr qu'à exagérer comme cela la réalité qui est déjà suffisamment dramatique et qui est déjà suffisamment accusatoire contre la Russie, il n'est pas certain que cela soit payant à long terme. De l'émotion, on en reparlera d'ailleurs un peu plus tard. Juste en parlant du président français, est-ce que, selon vous, une visite à Kiev aurait une utilité? Est-ce que Emmanuel Macron doit se rendre sur place prochainement, oui, sachant que beaucoup de ses homologues s'y sont rendus? Alors, il y a beaucoup, pour certains, de photo-opportunités. C'est Kiev est un peu l'endroit où il faut être pour des hommes politiques comme Boris Johnson, qui est en difficulté intérieure, ou certains responsables américains. Vous y voyez une utilisation aussi politique, oui, sur le plan intérieur? Bien sûr, pour Boris Johnson, c'est clair et net. Il est en très grande difficulté du fait de la Partygate, et donc il va apparaître comme la pointe du défenseur de la liberté et reprendre les habits de Churchill. Mais je crois qu'Emmanuel Macron devrait y aller. On peut comprendre qu'il n'y ait pas pendant la période d'élection présidentielle, mais là, ça serait quand même un message dans la mesure où on ne suit pas totalement le discours de Zelensky. Il faut montrer aussi une solidarité. Est-ce qu'il doit y aller seul? Est-ce qu'il doit y aller avec le chancelier allemand pour montrer aussi un front commun franco-allemand par rapport à cette guerre? Mais oui, il est temps d'y aller et avant les élections législatives. Et il a tout avant les élections législatives, selon vous, parce qu'il a toujours dit
qu'au-delà du symbolique, il fallait que ce soit utile, qu'il apporte quelque chose. On a vu que sa dernière visite sur place, avant l'offensive russe, en rencontrant d'ailleurs longuement Vladimir Poutine. On ne peut pas dire au-delà du symbolique, puisque les symboles font partie du rapport de force. Et donc, dans la mesure où la France dit qu'elle est fière de l'Ukraine, mais qu'elle ne reprend pas tous les éléments de langage de l'Ukraine... La diplomatie est aussi affaire d'image. Voilà. Je crois qu'il serait utile d'y aller pour montrer qu'il y a cette solidarité à l'égard de l'Ukraine. On parlait des propos et des mots forts de Zelensky encore hier soir parlant de génocide. Il n'est pas le seul dans le gouvernement ukrainien, dans les forces militaires. On parle d'intensité maximale. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, les responsables ukrainiens préparent les esprits, préparent leur population à une guerre qui va durer et à des forces militaires potentiellement en difficulté dans les semaines à venir? Pour le moment, ils préparent leur population à une guerre qui va durer puisqu'ils refusent les négociations. Disons qu'ils disent qu'ils vont se battre jusqu'à la victoire et pour eux, la victoire, c'est à minima reprendre les territoires perdus depuis le 24 février, mais pour certains, et la vice-première ministre ukrainienne qui était à Paris il y a 2 jours l'a dit, reconquérir le Donbass et la Crimée. Donc ce sont des objectifs extrêmement ambitieux qui interdisent d'avoir un cessez-le-feu assez rapidement. Et donc effectivement, s'ils veulent aller jusqu'à cette victoire-là, la guerre risque de durer longtemps, mais les Ukrainiens disent la justice avant tout. On ne peut pas accepter que Poutine gagne quelque chose dans cette guerre, et donc qu'il puisse dire qu'il a gagné quelque chose sur le plan territorial. La vraie question, c'est est-ce qu'ils veulent repousser les Russes jusqu'aux territoires qui ont été gagnés depuis 3 mois ou depuis 2014 ? Et là, on risque d'avoir un conflit qui dure beaucoup plus longtemps. Et là-dessus, selon vous, est-ce que vous lisez des déclarations? Il y a peut-être une ligne de fracture dans les dirigeants ukrainiens qui ne sont pas forcément tous sur la même ligne? Ou une ambiguïté dans leurs propos. Ambiguïté. Certainement pas une ligne de fracture, je pense qu'ils sont unis, mais ils envoient des fois des messages contradictoires sur leur véritable objectif de guerre. Je pense dans l'idée d'avoir le soutien maximum des Occidentaux et avant tout des États-Unis. On en parlait en antenne et ce sont des propos qui font écho à d'autres d'ailleurs. À Davos, Kissinger, l'ancien chef de la diplomatie américaine, conseillait cette semaine à l'Ukraine de faire des concessions territoriales à la Russie. Des propos qui font écho aussi à ce qu'aurait dit Emmanuel Macron à un certain Vladimir Poutine lors d'une conversation téléphonique qui a particulièrement agacé, si ce n'est plus le président Zelensky, qui l'a fait savoir en donnant notamment une interview à la télé italienne, en étant très dur. C'est une stratégie qui n'est absolument pas envisageable du point de vue ukrainien? Pour le moment, il faudra voir l'avenir. Il ne faut jamais injurier l'avenir. Effectivement, Zelensky a des propos très durs sur Kissinger en faisant, comme souvent quand on parle de négociations, référence à Munich. Kissinger est quelqu'un quand même, il a 99 ans, il parle librement, il dit ce qu'il pense, et lui, selon l'estimation qu'il fait du rapport de force, il pense qu'il n'est pas possible militairement de reconquérir les territoires perdus, et encore moins le Donbass et la Crimée, sans un engagement massif des États-Unis direct, que les Américains refusent de faire, puisque Biden a dit déjà depuis longtemps que c'est ça la Troisième Guerre mondiale. Les Ukrainiens sont parvenus à stabiliser le front, à arrêter l'avancée des Russes, mais il est peu probable qu'ils puissent reconquérir le Donbass, qu'ils avaient d'ailleurs en partie abandonné, et encore moins la Crimée. Donc effectivement, les mots de Kissinger qui peuvent être vus comme étant du réalisme, de la realpolitik pour certains, sont extrêmement malvenus pour Zelensky. En fait, il y a 2 attitudes. Avec une population aussi qui est très remontée, et qui n'accepterait pas... Oui, parce que, enfin, par rapport aux crimes de guerre qui se sont produits, par rapport aux images terribles que l'on a vues, il y a le sentiment, effectivement, qu'il faut que les Russes payent et qu'ils ne veulent pas s'en sortir comme cela. Et en fait, il y a 2 thèses qui s'affrontent, la justice ou la paix. Soit vous voulez une paix, enfin, la justice, et donc il faut que la Russie soit sanctionnée, soit vous voulez la paix et vous acceptez que les Russes ne soient pas entièrement sanctionnés. Mais la concession ne semble pas être aujourd'hui un mot... Non. Qui soit le... Non, parce que l'espoir de Zelensky, c'est quand même d'avoir une aide militaire suffisamment importante de la part notamment des États-Unis pour inverser la situation. Et en fait, tout va dépendre du rapport de force militaire en réalité. Zelensky, justement, nous sommes le vendredi 27 mai. À la veille, lundi, s'ouvre un Conseil européen que l'on peut qualifier de crucial. Mais j'aimerais juste revenir sur certains de vos écrits. Vous parliez d'un homme,
une communication en frappe chirurgicale du président ukrainien qui s'exprime énormément, qui a parlé dans tous les parlements nationaux, qui récemment a fait l'ouverture du Festival de Cannes. Ça a une efficacité, ça, aujourd'hui? C'est une efficacité parce qu'il parle à tout le monde dans le monde occidental. Il n'a pas été devant les autres parlements non occidentaux. Donc c'est vraiment uniquement devant les parlements des pays occidentaux où effectivement il n'y a aucun chef d'État ou leader d'une nation en guerre qui a été aussi bien reçu dans les pays occidentaux. Et donc, à chaque fois, il adapte sa communication sur l'histoire nationale. Il est extrêmement bien conseillé. C'est un maître en termes de communication. Très bien entouré, ancien acteur qui donc a une facilité d'expression. On peut penser qu'il a quelques spin docteurs qui sont peut-être pas forcément ukrainiens autour de lui. Et donc, il sait... Qui serait de quel... américain, probablement. Très entouré d'Américains. Bien sûr. Ouais. Et il a quand même... Enfin, il est très lié aux États-Unis. Et donc, à chaque fois, devant les parlements nationaux, il touche la fibre sensible de chaque pays. Mais il faut quand même bien réaliser que ça, c'est réservé au monde occidental. Et qu'il y a une coupure entre la Russie et les Occidentaux, il y a une autre coupure entre les Occidentaux et le reste du monde. C'est un peu the West versus the rest, parce qu'en dehors du monde occidental, il n'y a pas ce soutien unanime, et ni même aucun pays non occidental n'a pris de sanctions contre la Russie. Et donc là, alors, dans le calcul du rapport de force, il faut aussi en tenir compte. Vous en parliez de ces sanctions, justement. Je le disais, Conseil européen, à partir de lundi, sera sur la table notamment un 6e train de sanctions, embargo ou pas, contre le pétrole russe. Ces sanctions, justement, ça a une efficacité, selon vous, face à un Vladimir Poutine qui visiblement semble plus déterminé que jamais? Ça ne le fait pas changer d'avis, mais ça fait souffrir la Russie. La Russie a des problèmes d'approvisionnement, de pièces détachées, il y a des produits qui commencent à manquer, interdiction de voyage, etc. Donc ça fait souffrir la Russie, mais ça ne suffit pas pour faire changer Poutine de position, puisque sa détermination est sans faille par rapport à cela, et il préférera que les Russes se serrent la ceinture. Il a dit tant pis si on achète les Mercedes plus chères, les gens peuvent le faire, et ce qui compte pour lui, c'est la place de la Russie dans le monde, même si, y compris sur ce plan-là, il a fait perdre la Russie depuis qu'il est rentré en guerre. Donc, des sanctions qui ont une efficacité sur le long terme, mais qui, dans l'immédiat aujourd'hui, selon vous, ne... En fait, on peut très bien rester à la tête d'un pays qui est moins puissant. La Russie peut avoir son PIB diminué, peut avoir sa croissance arrêtée, peut avoir le niveau de vie des Russes réduit, et Poutine rester au pouvoir parce qu'il empêche toute contestation, qu'il a encore resserré, mis fin aux quelques libertés qui existaient, et qu'il va empêcher toute expression d'une voix dissidente. Le Conseil européen, je le redis, a lieu lundi, pas forcément au menu des négociations et des discussions, mais forcément ce sera dans tous les esprits, la demande de l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne. C'est un processus, on le sait, très long. Et là aussi, je fais référence à vos écrits, vous avez cette phrase « l'émotion ne doit pas faire perdre la raison ». Parce que après ce déluge de bombes, ces semaines, ces mois de guerre, l'adhésion à l'Ukraine ne doit pas forcément être une évidence. Non, enfin, on doit être solidaire avec l'Ukraine, les réfugiés ukrainiens, bien sûr. Cette solidarité a eu lieu. Cette solidarité a eu lieu plus que n'importe quel autre pays en guerre. Et je veux dire, il n'y a aucun pays en guerre qui a eu une telle aide, un accueil des réfugiés qui s'est aussi bien passé. Mais par contre, ça ne donne pas à l'Ukraine le droit de préempter l'agenda européen. Et ils ont quand même quelques réformes internes à faire. Le niveau de vie ukrainien a baissé entre 1991 et 2021. Ce n'est pas du fait de la guerre. C'est que les dirigeants ukrainiens ont quelques responsabilités. Que les Ukrainiens souffrent de Poutine, mais qu'ils ont également, le peuple ukrainien a souffert de ces dirigeants qui, pro-russes ou pro-occidentaux, ont tous été corrompus. La corruption, effectivement, elle est endémique dans ce pays. Zelensky, on en parlait, a été en partie élu là-dessus et durant les 2 années avant le déclenchement de la guerre, n'a pas forcément agi. On ne peut pas dire que les résultats étaient spectaculaires, pour employer un euphémisme. Et donc, d'une part, l'Ukraine n'a pas les moyens d'adhérer à l'Union européenne parce qu'elle n'est pas compétitive par rapport au marché européen. Il y aurait une remise à niveau phénoménale à faire. Et puis, surtout, il y a certainement une gouvernance à modifier avant que ce pays ne rentre dans l'Union européenne. Sans parler, est-ce qu'il a un projet européen ou en fait un projet américain ? Est-ce qu'on va faire rentrer une sorte de cheval de Troie américain dans l'Union européenne si l'Ukraine rentrait telle qu'elle dans l'Union européenne? Donc il y a quand même tout un processus économique, de gestion et aussi politique. Cela fait partie forcément, évidemment, des réflexions aujourd'hui des dirigeants européens.
Oui, mais en même temps, personne n'ose rien dire parce que par rapport au statut de martyr de l'Ukraine et par rapport au statut de héros, de icône du monde occidental qu'a Zelensky, il n'y a aucune réserve qui ne peut être émise en public. J'aimerais revenir sur, parce que c'est très intéressant, cheval de Troie des États-Unis. Pourquoi il y a une fascination aujourd'hui de l'Ukraine de Zelensky Il pense que seuls les États-Unis peuvent les défendre contre la Russie, ça c'est déjà ancien. Zelensky était prêt à retarder son investiture pour que Mike Pence, même pas Trump, Mike Pence puisse assister à son investiture. Le premier coup de fil qu'il a passé à Trump, il a dit, vous savez, quand je suis venu à New York, je suis allé à Trump Tower, j'ai résidé dans votre hôtel, etc. Et donc il y a effectivement, comme d'autres pays trop menacés par la Russie, le sentiment que l'Europe, c'est bien pour les fonds structurels, mais ceux qui peuvent vraiment aider pour la sécurité, ce sont les États-Unis, et c'est ça qui compte. L'Europe, l'OTAN également. Kiev accuse l'OTAN de ne rien faire. Grande sévérité dans les propos des dirigeants ces derniers jours. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que l'OTAN est quand même très largement engagée en faveur de l'Ukraine. L'OTAN équipe et entraîne l'armée ukrainienne depuis 2014. Si l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, l'OTAN est dans l'Ukraine depuis déjà assez longtemps. On voit l'aide massive américaine. Alors il est vrai que l'OTAN, je dirais, est le bénéficiaire indirect de cette guerre. L'OTAN ne s'est jamais aussi bien portée. La Suède et la Finlande, deux pays qui étaient nœuds depuis 2 siècles et 75 ans, vont adhérer à l'OTAN. L'OTAN est très unie. Vraiment, chacun fait front par rapport à la menace russe. Et les États-Unis ont rétabli leur impérium sur l'Europe parce que pour tous les pays européens, il n'y a qu'un pays qui peut réellement les protéger par rapport à une menace russe, ce sont les États-Unis. L'OTAN, justement, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur des propos qui viennent d'être prononcés par un ambassadeur, l'ambassadeur de Chine en France, qui le dit, l'OTAN constitue une menace militaire pour les Russes. La Chine n'a jamais véritablement condamné de manière claire la guerre menée par la Russie en Ukraine. Ces propos vous étonnent-ils ou finalement c'est dans la droite lignée? C'est dans la logique de la position chinoise qui est un peu mécontente de cette guerre parce que ça vient perturber. Les Chinois, ils aiment bien la stabilité. Ils pensent que l'ordre naturel des choses leur fera acquérir la première place mondiale d'ici peu. Et donc une guerre, ça vient perturber, ça vient augmenter le prix des produits alimentaires et de l'énergie qui sont leurs 2 premiers postes d'importation. Ils ne sont pas très contents, mais ils ne veulent pas que l'OTAN gagne trop fort, ni que la Russie ne s'effondre, parce que ça serait une victoire occidentale. Et on peut penser d'ailleurs, c'est aussi une des conséquences de cette guerre, c'est qu'au sommet de l'OTAN qui va avoir lieu d'ici un mois, à Madrid, eh bien, le sujet numéro 2 ou 1 bis, ça sera la Chine. Et que le projet de Biden de dire que l'OTAN doit protéger les démocraties contre les pays autoritaires va gagner du terrain. On sait que l'an dernier, en juin 2021, et Mme Merkel et Emmanuel Macron avaient résisté par rapport à cela. Macron ayant rappelé que l'Atlantique Nord et la Chine, c'est quand même 2 zones géographiques différentes. Mais là, la pression pour faire l'axe des démocraties contre l'axe des pays autoritaires va être encore plus fort. Et l'OTAN, justement, a cette place centrale. Vous diriez d'ailleurs que l'adhésion, enfin la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède est un moment historique, vous aussi Oui, quand des pays qui étaient bâtis sur la neutralité adhèrent à l'OTAN, même pendant la guerre froide, même pendant Staline, sous Staline, ils n'ont pas voulu choisir entre Moscou et Washington. Et aujourd'hui, ils choisissent Washington et l'OTAN. Donc on voit que c'est quand même un changement fondamental. Je débutais cette interview en disant que cette guerre entrait dans son 4e mois en tant que chercheur spécialiste de questions géopolitiques. Que vous dit finalement votre expérience sur cette guerre? Est-ce qu'elle va durer encore? Il y a 2 risques, l'enlisement et l'embrasement. L'enlisement avec une guerre qui continue de basse intensité, avec des Russes qui se maintiennent dans les territoires qu'ils ont conquis et les Ukrainiens qui essayent de les chasser, ou l'embrasement si tout d'un coup il y a une bataille générale. L'enlisement est un risque, disons, il y a plus de chances qu'il y ait l'enlisement que l'embrasement, fort heureusement, mais aussi la solution, enfin la réflexion qui me vient, c'est que finalement, à quoi mènent les guerres? Irak 2003, Afghanistan 99 ou même Mali, c'est qu'il y a quand même un échec global des interventions militaires extérieures depuis le XXIe siècle et qu'il faudrait quand même commencer à comprendre que l'option militaire n'est pas forcément le meilleur moyen de résoudre des questions politiques. Oui, mais à quoi mènent les guerres? Est-ce qu'au mois de janvier dernier, on aurait imaginé ce qui se passe actuellement sur le terrain ukrainien? Non, et j'avoue que moi-même, je n'y aurais pas pensé parce que, en fait, Poutine a fait cette guerre pour affaiblir l'OTAN, pour rapprocher l'Ukraine de la Russie et pour renforcer la Russie. Il a échoué surtout. Pascal Boniface, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. Tout de suite, c'est la météo de ce vendredi. Avec vous, Guillaume.